Imaginez la scène. L'air du palais royal est chargé de l'odeur de l'agneau rôti et de parfums coûteux, mais sous-jacent, on perçoit le goût métallique de la peur. Vous êtes une jeune femme de chambre, et l'on vous a averti de ne jamais croiser son regard. Mais ce soir, les yeux du roi trouvent les vôtres. Ce ne sont pas les yeux d'un souverain, mais ceux d'un collectionneur, d'un glouton, d'un homme dont les appétits ont englouti un royaume. Voici le monde du roi Farouk. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Il n'a jamais été destiné à être un monstre. Farouk, né en 1920, était l'enfant-dieu d'une nation aspirant à un véritable pharaon égyptien, une rupture symbolique avec des décennies de tutelle britannique. Il était d'une beauté impossible, avec un sourire charmant et des yeux qui promettaient un âge d'or. Le poids des espoirs de 10 millions de personnes reposait sur les épaules d'un garçon qui était, de l'avis de tous, intelligent, sensible et désireux de plaire. Son père, le roi Fouad Ier, était lui-même un tyran froid et calculateur, un homme qui gouvernait son palais avec la même poigne de fer qu'il aurait souhaité utiliser contre les Britanniques. Fouad ne voyait pas son fils comme un enfant à élever, mais comme un instrument politique, la pièce maîtresse de sa dynastie. L'éducation du jeune prince était un étrange cocktail de tutorat académique rigoureux et d'isolement suffocant. Il lui était interdit d'avoir des amis de son âge, chacune de ses interactions étant scénarisée et surveillée. Ses tuteurs, un ensemble d'érudits européens et égyptiens, avaient pour instruction de lui inculquer un sentiment de droit divin, mais ils étaient aussi des pions dans la cour paranoïaque de son père. Ils furent les premiers des exécuteurs complices du système qui allait définir la vie de Farouk, des hommes qui lui enseignaient sa propre grandeur, tout en démontrant simultanément l'influence corruptrice du pouvoir absolu. Le garçon n'apprit que trop bien ses leçons. Il apprit que chacun de ses caprices serait satisfait, chacune de ses colères apaisée, chacun de ses désirs accueillis avec une obéissance obséquieuse. Cet environnement, dépourvu de véritables liens humains ou de conséquences, fut l'incubateur parfait pour les pathologies qui le consumeront plus tard. À la mort de son père en 1936, Farouk, âgé de 6 ans, monta sur le trône. L'Égypte éclata en célébration. Voici le roi, jeune, dynamique et, croyait-il, pur. Il voyait un sauveur. Il ne pouvait pas voir la terreur creuse qui s'installait déjà dans l'estomac du garçon, le vide rongeur qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de combler avec de la nourriture, avec des femmes, avec des babioles volées, et avec la cruauté systématique d'un homme à qui l'on avait appris que le monde était son coffre au trésor personnel. Les graines du tyran dysfonctionnel avaient été semées dans la cage dorée et solitaire de sa jeunesse, arrosée par la sycophanterie d'une cour qui n'osait pas dire non. La tragédie de Farouk n'est pas qu'il soit né mauvais, mais qu'on ne lui ait jamais donné la chance d'être bon. Le royaume dont il hérita n'était pas seulement une nation, mais un miroir. Et dedans, il ne vit que son propre reflet déformé, une caricature grotesque d'un roi dont l'ingéniosité pervertie deviendrait légendaire. Les foules en adoration qui acclamèrent son cortège de couronnement n'avaient aucune idée qu'elle célébrait le début de la fin, l'aube d'une ère où le sort d'une nation serait décidé par les appétits insatiables et de plus en plus sombres d'un seul homme. La transition d'enfant roi à monarque absolu fut rapide et avec elle vint le déchaînement de ses appétits. Au départ, le peuple égyptien était épris de son jeune souverain. Il était un maître des relations publiques avant même que le terme ne soit inventé. Il priait publiquement dans les mosquées, prononçait des discours enflammés dans un arabe courant et conduisait sa propre Bentley rouge dans les rues du Caire, saluant ses sujets en adoration. Il fut, un court instant, l'image même d'un pharaon moderne et bienveillant. Mais derrière les murs du palais, une autre réalité prenait forme. Le contrôle étouffant de son père fut remplacé par l'indulgence suffocante de sa cour. Le conseil de régence, chargé de le guider jusqu'à sa majorité à 18 ans, fut rapidement mis sur la touche. Farouk, fort de la constitution et de l'adulation obséquieuse des masses, devint le seul arbitre de sa propre réalité. Et cette réalité devenait de plus en plus hédoniste. Son obsession pour la nourriture, un réconfort de son enfance solitaire, se mua en une gloutonnerie légendaire. Il consommait des litres d'eau gazeuse par jour, son petit déjeuner était une affaire somptueuse d'une douzaine d'œufs, et ses dîners des banquets de plusieurs plats qu'il mangeait souvent seul, ou en compagnie des sycophantes qui formaient son cercle intime. Son poids monta en flèche, le prince autrefois svelte en flanc jusqu'à devenir une caricature de la royauté décadente,
sa transformation physique étant une sinistre métaphore de la corruption de son règne. Ce fut le premier signe, et le plus visible, de l'archétype du tyran dysfonctionnel qui se consolidait. Ses défauts personnels, autrefois les bizarreries compréhensibles d'un garçon solitaire, se métastasaient désormais en affaires d'État. Le palais, autrefois symbole de fierté nationale, devint son terrain de jeu personnel. Il amassa l'une des plus grandes collections au monde de tout. Voitures, timbres, pièces de monnaie, bijoux, meubles anciens et, le plus notoirement, de la pornographie. Ses agents parcouraient le globe non pas pour des traités diplomatiques ou des accords commerciaux, mais pour des objets de collection rares et des films érotiques, les ressources de l'État étant détournées pour satisfaire l'insatiable avidité du roi. Les exécuteurs complices du système n'étaient plus seulement ses tuteurs, ils étaient maintenant ses ministres, ses généraux, ses diplomates. Des hommes comme son valet italien, Antonio Pulli, devinrent immensément puissants, leur proximité avec le roi leur conférant une influence qui dépassait de loin leur statut officiel. Ils étaient les gardiens de la faveur du roi, et ils facilitaient chacun de ses caprices, aussi bizarres ou dépravés fussent-ils. Ils lui procuraient des femmes pour ses escapades nocturnes, ils l'aidaient à cacher ses biens volés, et ils l'isolaient du mécontentement croissant de son peuple. Ils étaient les architectes de sa cage dorée, s'assurant que le roi n'ait jamais à affronter les conséquences de ses actes. Le système ne se contentait pas de lui permettre ses excès, il était façonné par son dysfonctionnement. Les postes gouvernementaux étaient attribués à des comparses capables de l'amuser, et la politique étrangère était souvent dictée par son humeur personnelle. La frontière entre le trésor de la nation et la tirelire personnelle du roi s'estompait jusqu'à disparaître, une extension pervertie de la leçon de son enfance, selon laquelle tout ce qu'il voyait lui appartenait. Les appétits du roi ne se limitaient pas au matériel. Sa kleptomanie, une compulsion qui avait commencé par le vol de petits objets à ses camarades de classe lors d'un bref passage dans une académie militaire britannique, dégénéra en un pillage éhonté et systématique. Il devint une créature de la nuit, conduisant souvent sa propre voiture à travers le Caire après minuit, à la recherche d'opportunités. Il s'introduisait dans les maisons de ses propres sujets fortunés, non pas pour la valeur des objets, mais pour le frisson de l'acte lui-même. Il était le roi. Il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait en le demandant simplement, mais l'acquisition illicite était le but. C'était une manifestation de son pouvoir absolu, une façon de se prouver que les règles de la société, de la moralité, de la loi, ne s'appliquaient pas à lui. L'exemple le plus tristement célèbre de cette compulsion fut le vol d'une épée de cérémonie du cercueil du père du Shah d'Iran, qui était temporairement inhumé au Caire. Ce fut un incident diplomatique d'une audace stupéfiante, étouffé par les efforts frénétiques de ses ministres, les exécuteurs complices qui devaient nettoyer les dégâts laissés dans le sillage des tics psychologiques de leur monarque. Plus effronté encore fut le vol de la montre de poche de Winston Churchill lors d'un dîner. Le Premier ministre britannique, un homme qui n'était pas facilement déstabilisé, en resta abasourdi, un moment qui résumait parfaitement la réalité bizarre des relations avec Farouk. Il n'était pas seulement un chef d'État, il était une personnalité dysfonctionnelle, un incident international ambulant. Cette kleptomanie était liée à une perversion sexuelle croissante qui allait bien au-delà de la simple promiscuité. Sa collection de pornographie n'était pas seulement un passe-temps privé, c'était une obsession qui consumait son temps et ses ressources. Il avait un cinéma privé dans son palais où il regardait ses films pendant des heures. Sa quête de femme devint prédatrice. Il utilisait son pouvoir pour contraindre et intimider, son regard étant une source de terreur pour les femmes de sa cour et au-delà. Il développa une fixation bizarre sur les vierges, et ses agents étaient chargés de trouver de jeunes filles innocentes pour satisfaire ses désirs. C'est à ce moment que le tyran dysfonctionnel commença à créer ses victimes impuissantes. Celles-ci n'étaient pas les courtisanes consentantes d'un roi libertin. Elles étaient de jeunes femmes piégées par un système qui servait les plus sombres pulsions du monarque. Leurs histoires sont en grande partie non écrites, des murmures dans les archives de l'histoire, mais leur peur était un élément très réel et très corrosif du règne de Farouk. Le portrait psychologique qui se dessine est celui d'un vide profond. Les objets volés, les repas sans fin, la succession de partenaires sexuels anonymes, rien de tout cela ne pouvait combler le vide au centre de son être. Ces perversions n'étaient pas des sources de plaisir, mais des tentatives désespérées et frénétiques de ressentir quelque chose, n'importe quoi, dans une vie de privilège suprême et d'isolement suprême. La cruauté était un sous-produit de ce désespoir, le mépris désinvolte pour l'humanité des autres, un symptôme de sa propre humanité perdue.
Le royaume d'Égypte était désormais dirigé par un homme dont la dysfonction sexuelle s'était métastasée en une psychose politique, un souverain dont les préoccupations les plus urgentes n'étaient pas le bien-être de son peuple, mais l'acquisition du prochain objet interdit, du prochain frisson illicite. Tandis que la cour du roi se transformait en un cirque d'indulgence et de vol, les femmes d'Égypte devinrent des participantes involontaires à son fantasme tordu. L'archétype de la victime impuissante n'était pas un concept abstrait dans le royaume de Farouk, c'était une réalité vécue par d'innombrables jeunes femmes. Son regard, autrefois décrit comme charmant, était devenu prédateur. Lors des réceptions officielles, les mères se plaçaient entre leurs filles et le roi, un bouclier humain futile contre l'œil baladeur du monarque. Si l'intérêt de Farouk était piqué, ce n'était pas une question de cour, c'était un ordre royal. L'une des histoires les plus connues, bien qu'encore entourée de rumeurs et de peurs, est celle d'une jeune fille, la fille d'un fonctionnaire mineur de la cour. Appelons-la Leila. Elle n'avait que 16 ans, connue pour sa beauté innocente et sa nature tranquille. Elle attira l'œil du roi lors d'une garden party au palais. Pour Farouk, ce n'était pas une personne, c'était un objet à collectionner. Son désir n'était pas pour son affection, mais pour sa soumission. Le système des exécuteurs complices se mit immédiatement au travail. Le père de la jeune fille fut approché, non pas avec une demande, mais avec une déclaration de l'intérêt du roi. Les implications étaient claires. Refuser, c'était inviter la ruine sur la famille financière, sociale, et être même physique. Le père, piégé, devint un complice involontaire de la souillure de sa propre fille. C'était un homme brisé par le système, forcé de choisir entre son honneur et la survie de sa famille. Leila fut emmenée dans l'un des nombreux palais isolés de Farouk, une belle prison d'où il n'y avait pas d'échappatoire. Son histoire est celle d'une déshumanisation systématique. Elle était une captive, entourée de luxe, mais dépouillée de son libre arbitre. Les visites du roi étaient sporadiques et terrifiantes. Il n'était pas un amant, il était un consommateur. Ses larmes et sa peur ne semblaient qu'alimenter son sentiment de puissance. Elle était un témoignage vivant de sa conviction qu'il était au-dessus de toute conséquence. Sa lutte était de maintenir un sentiment d'identité face à cette force écrasante. Elle était l'une parmi tant d'autres. Les agents du roi étaient constamment à l'affût, leur réseau d'informateurs identifiant des cibles potentielles. Les critères étaient d'une spécificité glaçante, jeune, belle et surtout impuissante. Les filles d'aristocrates étaient parfois ciblées, mais le plus souvent, il s'agissait de filles de famille moins influentes, celles qui n'avaient aucun recours, personne à qui faire appel. La peur de la nature prédatrice du roi imprégnait les échelons supérieurs de la société égyptienne. C'était un sombre secret de polichinelle, une source de terreur constante et sourde. La tragédie de ses victimes était presque toujours totale. Leur vie était irrévocablement brisée. Une fois que le roi se lassait, elles étaient rejetées, souvent avec une somme d'argent censée compenser leur innocence volée. Elles étaient des marchandises endommagées, leur réputation ruinée, leurs avenirs sombres. Certaines étaient mariées à des courtisans complaisants dans des arrangements de convenance. D'autres disparaissaient simplement des archives historiques, leurs histoires englouties par la honte et le silence que le système exigeait. C'était le coût humain des perversions de Farouk, la face sombre des histoires sensationnalistes sur sa gloutonnerie et sa kleptomanie. Pour chaque montre volée, il y avait une enfance volée. Pour chaque banquet somptueux, il y avait une famille vivant dans la peur. Le regard empathique révèle un paysage de profonde souffrance, le tout orchestré pour servir les besoins creux d'un seul homme, profondément brisé. La pourriture au cœur du palais s'est inévitablement infiltrée dans les fondations de l'État. Les défaillances personnelles de Farouk ne se limitaient pas à sa vie privée. Elles eurent des conséquences publiques et politiques catastrophiques. Le gouvernement égyptien, dans les années critiques précédant et pendant la Seconde Guerre mondiale, fut effectivement paralysé par les caprices de son monarque. Les ministres qui osaient offrir de véritables conseils ou contester les excès du roi étaient rapidement démis de leurs fonctions, remplacés par des sycophantes dont la seule qualification était leur volonté de le complaire. Cela créa un gouvernement de comparses, une kleptocratie où la politique nationale était indiscernable des schémas d'enrichissement personnel du roi. Ses sympathies pro-Axe, pendant la guerre, furent une source d'immenses tensions avec les Britanniques, dont la présence militaire en Égypte était une épine constante dans son pied. Sa position n'était pas née d'une idéologie politique, mais d'un défi pétulant et adolescent contre l'ambassadeur britannique, Sir Miles Lampson, un homme qui représentait le genre de figure d'autorité que Farouk avait toujours méprisé. Leur relation était une querelle mesquine aux implications mondiales.
Le tristement célèbre incident du palais d'Abdin de 1942 en fut le point culminant. Des chars britanniques encerclèrent le palais, et Lamson livra un ultimatum, nommer un gouvernement pro-allié ou abdiquer. Farouk, humilié et furieux, fut contraint de se plier. L'incident brisa son image publique de nationaliste égyptien rebelle et le révéla comme une marionnette, non seulement de ses propres désirs, mais aussi des puissances étrangères. Cette humiliation publique accéléra sa descente dans la paranoïa et l'hédonisme. Il se retira davantage dans ses palais, son lien avec son peuple, autrefois son plus grand atout, étant complètement rompu. Le budget national était traité comme son compte de dépenses personnelles. Alors que de nombreux Égyptiens vivaient dans une pauvreté écrasante, le roi dépensait des fortunes pour ses collections et ses fêtes. Les histoires de ces excès, autrefois matière à rumeurs, devinrent de notoriété publique, alimentant un sentiment d'indignation croissant. La désastreuse guerre israélo-arabe de 1948 fut être l'acte d'accusation le plus accablant de son règne. L'armée égyptienne était mal équipée et mal commandée. Sa préparation compromise par des contrats d'armement corrompus sanctionnés par le cercle intime du roi. La défaite fut une humiliation nationale, et la faute en fut imputée directement au roi et à son régime corrompu. C'était le dernier clou dans le cercueil de sa légitimité. Le jeune et beau sauveur de 1936 était maintenant considéré comme un tyran bouffi, corrompu et incompétent, un homme qui avait dilapidé la richesse et l'honneur de l'Égypte. La montée du sentiment nationaliste, menée par des figures charismatiques comme Gamal Abdel Nasser et le mouvement des officiers libres, fut une réponse directe au vide de leadership et de moralité créé par Farouk. Ils voyaient une nation dévorée par son roi, et ils se positionnèrent comme les seuls à pouvoir la sauver. Les perversions privées de Farouk étaient devenues une question de sécurité nationale. Son incapacité à contrôler ses appétits, sa paranoïa et son détachement de la réalité n'avaient pas seulement affaibli la monarchie. Ils avaient créé les conditions mêmes de sa destruction. Les conséquences politiques de son règne n'étaient pas seulement une série de mauvaises décisions, elles étaient le résultat inévitable d'un système où la santé de la nation était secondaire à la maladie de son roi. Dans les dernières années, le royaume devint une cocotte minute. La défaite de 1948 avait libéré une vague furieuse de nationalisme et de sentiments antimonarchistes. Le mouvement des officiers libres, une société secrète de jeunes militaires idéalistes dirigés par Gamal Abdel Nasser, gagnait du terrain au sein de l'armée, l'institution même que la famille de Farouk avait créée pour protéger son pouvoir. Mais le roi, piégé dans la chambre d'écho de ses palais, était inconscient de l'ampleur de la menace. Son monde s'était rétréci à la taille de ses obsessions. Il était maintenant grotesquement obèse, prisonnier de son propre corps, séjournait un cycle monotone de manger, dormir et satisfaire ses caprices de plus en plus bizarres. Le rythme de la vie au palais était frénétique, et pourtant stagnant, un tourbillon de fêtes et d'acquisitions qui ne masquait en rien le sentiment sous-jacent de décadence. Il devint plus paranoïaque, voyant des conspirations dans chaque ombre. Il ne faisait confiance à personne sauf au petit cercle d'exécuteurs complices qui l'isolaient de la réalité, des hommes dont la propre fortune était liée au maintien du règne du roi. Il lui servait un régime constant de flatterie et de désinformation, l'assurant de l'amour indéfectible du peuple alors même que les rues du Caire bouillonnaient de ferveur révolutionnaire. Il passait son temps à réarranger ses vastes collections inutiles, cataloguant ses timbres et ses pièces de monnaie pendant que son royaume lui glissait entre les doigts. Il organisait des farces élaborées, son sens de l'humour ayant dégénéré en une forme de cruauté désinvolte. Il fit un jour inonder une rue du Caire par les pompiers simplement pour observer le chaos depuis son balcon, riant tandis que ses sujets se bousculaient pour se mettre en sécurité. C'était l'acte d'un homme si profondément ennuyé et déconnecté de l'humanité que seule la souffrance des autres pouvait susciter une véritable réponse émotionnelle. La situation politique se détériorait rapidement. Une série de gouvernements faibles et éphémères ne parvinrent pas à résoudre les problèmes profonds de pauvreté et de corruption du pays. Le roi, plutôt que d'apporter la stabilité, était la principale source d'instabilité, nommant et révoquant les premiers ministres sur un coup de tête. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva le 26 janvier 1952, un jour qui sera connu sous le nom de Samedi noir. Suite à un affrontement meurtrier entre les troupes britanniques et la police égyptienne, des émeutes massives éclatèrent au Caire. Des foules, incitées par la colère nationaliste, incendièrent et pilèrent les symboles de l'influence occidentale et royale cinéma, grands magasins et, de manière très révélatrice, les boîtes de nuit et les bars préférés du roi. La ville brûla pendant des heures,
la fumée formant un linceul noir sur le règne de Farouk. Il observa les incendies depuis son palais, apparemment avec un étrange détachement, comme s'il regardait un de ses films pornographiques. Il était spectateur de la destruction de son propre royaume. Les officiers libres virent leur chance. Le roi était isolé, le gouvernement était en plein chaos, et le peuple aspirait désespérément au changement. Aux premières heures du 23 juillet 1952, ils lancèrent leur coup d'État. Il fut remarquablement sans effusion de sang. L'armée, désabusée et loyale aux officiers, ne rencontra que peu de résistance. Farouk, qui se détendait dans son palais d'été à Alexandrie, fut encerclé. Le tyran dysfonctionnel, l'homme qui se croyait un dieu, était désormais prisonnier. La fin était arrivée, non pas dans un fracas, mais avec l'exécution silencieuse et efficace d'un plan qui avait mis des années à se préparer, né dans les casernes et alimenté par le dégoût d'une nation. L'exil d'un roi est une histoire qui devrait être empreinte de tragédie et de pathos. Pour Farouk, ce fut une continuation grotesque de la vie qu'il menait déjà, simplement dépouillé de son pouvoir politique. Lorsqu'il monta à bord du yacht royal, le Maroussa, pour quitter l'Égypte pour la dernière fois, il fut autorisé à emporter une vaste collection de ses effets personnels. Le yacht était un coffre au trésor flottant, chargé d'or, de bijoux et de ses précieuses collections. Même dans la défaite, sa principale préoccupation était ses possessions. Il s'éloigna du pays qu'il avait ruiné, non pas avec un sentiment de perte pour son peuple ou son trône, mais avec l'anxiété d'un accumulateur compulsif contraint de réduire son train de vie. Il s'installa en Europe, principalement en Italie et à Monaco, et pendant un court moment le monde observa, s'attendant à voir une figure de majesté déchue. Au lieu de cela, ils virent une caricature. Le roi déchu devint une figure incontournable du circuit des playboys européens, un homme dont les appétits, désormais libérés même du plus mince vernis de devoir royal, se déchaînèrent. Il continua à manger avec le même abandon suicidaire, son poids atteignant plus de 300 livres. Il était un habitué des restaurants les plus chers de Rome et de la Côte d'Azur, où il commandait des repas gargantuesques, consommant souvent assez pour 5 ou 6 personnes, le tout arrosé d'innombrables bouteilles de soda. Sa kleptomanie continua également. Il était une menace dans les casinos et les bijouteries de Monte-Carlo, ses doigts agiles, un étrange contraste avec son corps bouffi, toujours capable de subtiliser la montre d'un étranger ou le collier d'une femme. Il fut arrêté plusieurs fois pour vol à l'étalage, des humiliations mineures qu'il semblait ignorer. Il n'était plus roi, mais il se comportait toujours comme si le monde lui devait tout. Sa quête de femme devint plus pathétique, plus désespérée. Il n'était plus le jeune et beau monarque dont le regard pouvait commander la soumission. Il était maintenant une figure grotesque et vieillissante, son argent et son titre en déclin étant ses seuls attraits. Il eut une série de petites amies et une seconde épouse, mais ne trouva aucune relation durable. Il était aussi creux et aussi seul dans une villa romaine qu'il l'avait été dans un palais du Caire. Il vendit nombre de ses trésors pour financer son style de vie extravagant, les collections qu'il avait passé une vie à amasser n'étant plus que du combustible pour le feu de ses addictions. Il vendit même sa précieuse collection de timbres, l'une des plus belles du monde, un abandon symbolique d'un passé auquel il semblait désespérément s'accrocher et vouloir échapper. Il y avait une profonde tristesse dans tout cela, le spectacle d'un homme qui avait perdu un royaume mais n'avait rien appris. Il était un fantôme hantant les terrains de jeu des riches, un avertissement vivant que peu prenaient au sérieux. Il était considéré comme une blague, une chute, le roi obèse des gros titres de la presse à scandale. Le monde avait tourné la page. L'Égypte était désormais sous le contrôle ferme de Nasser, un homme qui forgeait une nouvelle identité fière pour la nation, une identité construite sur le rejet de tout ce que Farouk représentait. Farouk, dans son exil européen, était une relique, un homme hors du temps. Son existence continue un épilogue bizarre et tragicomique à un règne d'échecs spectaculaire. La fin arriva comme elle le devait, par un acte de gloutonnerie suprême et autodestructeur. Le soir du 18 mars 1965, à l'âge de 45 ans, Farouk s'assit pour dîner au restaurant Île-de-France à Rome. Il était avec une jeune femme, comme toujours, mais son véritable compagnon pour la soirée était le menu. Il procéda à la commande et à la consommation d'un repas véritablement stupéfiant. Une douzaine d'huîtres, du homard thermidor, une double portion de steak et une montagne de frites. Pour le dessert, il prit une tourte, une salade de fruits et plusieurs pâtisseries. Il arrosa le tout de son habituel torrent de Coca-Cola. C'était un dernier acte de défi de l'appétit qu'il avait défini et détruit. Peu de temps après avoir terminé le repas,
il se plaignit de se sentir mal. Il s'effondra à table, sa carcasse massive s'écrasant sur le sol. Au moment où l'ambulance arriva, il était mort. La cause officielle du décès fut une crise cardiaque massive, une fin prévisible pour un homme de sa corpulence et de ses habitudes. Mais avec Farouk, rien n'était jamais aussi simple. Les circonstances de sa mort suscitèrent immédiatement des rumeurs et des théories du complot. Avait-il été empoisonné? Ses dernières paroles auraient été « Il n'y aura pas d'autopsie ». Était-ce une prémonition ou un dernier ordre d'un homme qui avait toujours contrôlé son propre récit? L'idée qu'il ait été assassiné par les services de renseignement de Nasser gagna du terrain. Nasser avait certainement le mobile. Le roi déchu, même en tant que figure pathétique en exil, restait un point de ralliement potentiel pour l'opposition royaliste. La théorie suggérait qu'un poison à action lente et indétectable avait été administré, conçu pour imiter les effets d'une crise cardiaque. Il n'y avait aucune preuve, bien sûr. Aucune autopsie ne fut jamais pratiquée, respectant les prétendues dernières volontés du roi. Le mystère, comme tant d'aspects de la vie de Farouk, fut laissé à suppurer, devenant une partie de sa légende noire. Était-il victime de ses propres appétits, ou était-il la dernière victime des forces politiques qui l'avaient déchaîné? La vérité est probablement plus banale, mais moins satisfaisante. C'était un homme qui avait passé sa vie entière à commettre un suicide lent et public, et cette nuit-là à Rome, il avait simplement terminé le travail. Son corps se vit d'abord refuser l'entrée en Égypte par le gouvernement de Nasser. Ce fut une dernière humiliation posthume. Ce n'est qu'après l'intervention de la famille royale saoudienne qu'il fut autorisé à être rapatrié, mais pas pour des funérailles d'État. Il fut enterré discrètement, presque secrètement, de nuit, dans la mosquée Al-Rifaï au Caire, aux côtés de son père et d'autres membres de sa dynastie. L'homme qui avait autrefois été acclamé comme un roi-dieu fut inhumé comme un criminel de droit commun, une dernière note sombre dans une vie qui avait été une cacophonie d'excès. L'histoire du roi Farouk est plus qu'un simple récit sensationnaliste d'un monarque glouton et pervers. C'est une réflexion profonde et sombre sur la nature du pouvoir et la fragilité de l'âme humaine. C'était un homme écrasé par le poids des attentes, un enfant roi à qui l'on a donné un royaume avant de lui avoir appris à être un homme. Sa vie fut une tempête parfaite de défauts personnels et de circonstances historiques. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique d'être élevé dans une cage dorée, d'apprendre que vous êtes le centre de l'univers, tout en étant privé de tout lien humain authentique? Ces pathologies, la gloutonnerie, la kleptomanie, la prédation sexuelle n'étaient pas les actions d'un hédoniste heureux. C'étaient les cris désespérés d'une âme profondément vide, un homme qui avait tout et ne valorisait donc rien. La terreur creuse, qui s'installa dans son estomac d'enfant, devint un trou noir qu'il tenta de combler avec le monde, mais ce ne fut jamais assez. Son règne est un témoignage frappant du fait que les défauts personnels d'un dirigeant ne sont jamais vraiment privés. Son dysfonctionnement s'est métastasé, infectant sa cour, son gouvernement et sa nation. Les exécuteurs complices du système qui l'entourait, les hommes qui choisirent l'ambition et l'autopréservation plutôt que l'intégrité, ne faisaient pas que permettre les excès d'un homme imparfait. Ils étaient co-conspirateurs dans la ruine d'un pays. Ils démontrent une vérité intemporelle et terrifiante. Le mal triomphe souvent non par la force, mais par la lâcheté silencieuse et cumulative des gens ordinaires. Et puis, il y a les victimes impuissantes, les victimes oubliées de son règne, les jeunes femmes dont la vie a été brisée, les soldats envoyés à une guerre inutile, les millions d'Égyptiens dont les espoirs d'un âge d'or se sont transformés en un long cauchemar de corruption et d'humiliation nationale. Leur souffrance est la véritable mesure de son héritage. L'histoire de Farouk est une tragédie grecque jouée sur la scène mondiale, le récit d'un homme à qui l'on a donné le monde et qui, à la fin, n'avait que lui-même à blâmer pour l'avoir perdu. Il fut le dernier roi d'une dynastie qui remontait à Méhémet Ali, et son échec spectaculaire a ouvert la voie à une forme nouvelle et plus brutale d'autoritarisme au Moyen-Orient. Il est une mise en garde, une leçon d'histoire écrite dans le langage sordide des gros titres de la presse à scandale. Il nous montre que le pouvoir sans contrôle, lorsqu'il est exercé par une personnalité brisée, ne se contente pas de corrompre. Il consume. Il dévore l'individu, puis il dévore la nation, ne laissant derrière lui qu'un héritage de gaspillage, de regrets et la sombre question philosophique de ce qui aurait pu être. Et si le garçon avait eu le droit d'avoir un ami, et si on avait dit non au roi, ne serait-ce qu'une fois, nous ne le saurons jamais. Il ne nous reste que l'histoire, un drame sombre, troublant et profondément humain, qui résonne encore dans les couloirs de l'histoire. Le dernier chapitre de l'histoire de Farouk ne s'est pas terminé avec son enterrement discret.
Son héritage, tel un fantôme persistant, a continué de hanter l'Égypte. La révolution qui l'a renversée, née d'un désir de dignité et de fin de la corruption, a ironiquement ouvert la voie à des décennies de régime militaire, une forme de tyrannie différente qui, à bien des égards, était plus systématique et de plus grande portée que l'auto-indulgence chaotique du roi. Les officiers libres, qui se voyaient comme des sauveurs, sont devenus les nouveaux maîtres, et le rêve d'une Égypte véritablement libre et démocratique est resté justement cela, un rêve. Farouk est devenu un bouc émissaire commode, la personnification de tous les maux de l'Ancien Régime. Ces excès légendaires furent utilisés par le nouveau gouvernement comme une justification constante de son propre pouvoir. Il était le monstre qu'ils avaient tué, le dragon de l'ombre duquel ils avaient soi-disant libéré la nation. Mais d'une manière étrange, le souvenir de Farouk a également favorisé une nostalgie révisionniste bizarre. Au fil des ans et à mesure que les réalités du régime militaire s'installaient, avec ses propres formes de corruption et de répression, certains Égyptiens ont commencé à regarder l'ère Farouk avec une sorte d'affection. Ils ne se souvenaient pas de la kleptomanie ou des échecs politiques, mais du glamour, du style, du Caire cosmopolite et insouciant des années 40. Ils se souvenaient d'une époque où l'Égypte, malgré tous ses défauts, se sentait comme le centre du monde arabe, un pôle culturel vibrant. Cette nostalgie était, bien sûr, sélective, un fantasme qui ignorait la pauvreté et l'injustice profonde qui avaient miné le royaume. Mais elle parlait d'un besoin humain plus profond de trouver un âge d'or, même terni. Les vestiges matériels de son règne furent dispersés. Ses vastes collections furent vendues aux enchères par le nouveau gouvernement lors d'une série de ventes qui attirèrent des collectionneurs et des curieux du monde entier. Les palais furent transformés en musées ou en bâtiments gouvernementaux. Les yachts royaux furent réaffectés. Le monde matériel qu'il avait construit autour de lui fut démantelé et vendu aux plus offrants, un dernier dépouillement public de son identité. Pourtant, l'héritage le plus durable de Farouk ne réside pas dans les objets qu'il a collectionnés ou les palais qu'il a construits, mais dans les questions que sa vie nous force à nous poser. Comment une nation crée-t-elle un monstre? Elle le fait par une combinaison de pouvoirs sans contrôle, d'une culture de la sycophanterie et de l'incapacité des institutions à tenir un dirigeant pour responsable. Elle le fait lorsque le peuple, désespéré d'avoir un sauveur, projette ses espoirs sur un être humain imparfait, refusant de voir les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire de Farouk est universelle. Chaque société a sa propre version du tyran dysfonctionnel, du dirigeant dont les démons personnels deviennent une politique publique. Sa vie est un miroir, et dedans, nous pouvons voir le reflet de nos propres vulnérabilités, de notre propre capacité à l'auto-illusion et de notre propre complicité face à la corruption rampante. La tragédie ultime est le potentiel gâché. Le garçon intelligent et charmant qui monta sur le trône en 1936 aurait pu être un grand roi. Il aurait pu guider l'Égypte à travers les eaux dangereuses du milieu du XXe siècle, moderniser son économie et établir une monarchie constitutionnelle stable. Il aurait pu être le père de sa nation. Au lieu de cela, il en est devenu l'enfant glouton et démesuré, un roi qui a consumé son propre royaume, bouchée après bouchée décadente, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien.